En quoi consiste la phénoménologie? Avant d'examiner cette question, il est probablement bon de consacrer quelques secondes à la résolution des ambiguïtés entourant le mot phénoménologie parce qu'il apparaît dans différents contextes. Le terme émerge initialement durant le siècle des Lumières lorsque des philosophes tels que Kant et Hegel ont commencé à l'employer. Cependant, la phénoménologie, dans son sens philosophique contemporain, est un courant de pensée développé par le philosophe germano-tchèque Edmund Husserl qui a vécu de 1859 à 1938. En son temps, elle a constitué une véritable révolution dans le domaine de la philosophie, et son importance ne réside pas seulement dans les contributions d'Husserl et de ses disciples, mais aussi dans le fait que la phénoménologie a donné naissance aux courants de pensée les plus influents du XXe siècle au sein de la philosophie dite continentale, comme par exemple l'herméneutique philosophique ou l'existentialisme. Oui, Heidegger était un disciple de Husserl. Sartre et Merleau-Ponty ont aussi étudié Husserl. Le mot phénoménologie est composé des racines grecques phénoménon et logos, où phénoménon signifie apparaître, ou ce qui se manifeste, et désigne donc ce qui est un objet de conscience, c'est-à-dire étymologiquement ce qui est placé devant la conscience. Et le suffixe logos est quant à lui utilisé dans le sens du mot étude. La phénoménologie husserlienne est donc définie par son domaine d'investigation, le champ de l'apparaître. Pour rendre ceci plus clair, commençons par un exemple. En 1610, Galilée a dirigé son télescope vers Jupiter. Après quelques semaines d'observation, il a découvert les 4 plus grandes lunes de Jupiter que nous connaissons aujourd'hui sous les noms de Io, Europe, Ganymède et Callisto. Les lunes étaient là avant que Galilée ne les observe avec son télescope. Leur existence, comme celle de n'importe quel objet dans le monde, ne dépend pas de notre observation ou de nos remarques à leur propos. C'est ce qui définit un objet réel. Il existe par lui-même. Que nous, les humains, en ayant conscience ou non, n'importe peu. Cependant, jusqu'à Galilée, personne ne savait rien de ces lunes. Et si nous n'avions pas inventé les télescopes, nous n'aurions peut-être jamais découvert qu'elles étaient là. Cela nous permet de réaliser une chose. Les lunes de Jupiter, en tant qu'objet connu des humains, en tant qu'objet que nous observons, décrivons et dont nous parlons, les lunes ainsi comprises apparaissent en 1610. Ce que nous venons de faire, c'est différencier deux façons d'être ou deux façons de comprendre l'être de quelque chose. D'une part, l'objet réel, dont l'existence est indépendante de nous, et d'autre part, l'objet en tant que phénomène, c'est-à-dire comme quelque chose que nous rencontrons, que nous expérimentons, qui nous apparaît. La phénoménologie est donc l'étude de la façon dont toute chose apparaît à notre conscience. Les objets du monde extérieur, ce qu'on appelle les objets physiques, autrui, le monde et nous-mêmes, puisque nous nous apparaissons à nous-mêmes. Dit plus simplement, la phénoménologie est l'étude de la manière dont la conscience fait l'expérience du monde et lui donne du sens. Là où les sciences de la nature étudient traditionnellement la vie du dehors, c'est-à-dire avec une forme de position d'observateur détaché, la phénoménologie s'intéresse à la manière dont le monde est vécu de l'intérieur. En résumé, donc, la phénoménologie philosophique moderne consiste à essayer de rendre compte de la façon dont les choses apparaissent à notre conscience et in fine, de proposer une description de la manière dont le monde nous apparaît sous forme d'expérience subjective. En d'autres termes, la phénoménologie consiste à réfléchir sur notre expérience quotidienne du monde afin d'en comprendre la structure et la cohérence. Il en existe deux variantes basiques. La phénoménologie pure, qui est plus souvent appelée phénoménologie transcendantale, correspond au type de phénoménologie associée à Husserl. La question de départ est comment comprendre le monde sans comprendre d'abord ce qui fait l'expérience du monde, autrement dit la conscience. Le but est donc d'étudier l'essence de la conscience, c'est-à-dire ses grandes propriétés invariantes, les structures qui organisent l'expérience subjective. Et la phénoménologie existentielle est quant à elle un type d'investigation phénoménologique associé plus tard aux penseurs tels que Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty et Jean-Paul Sartre. Avec les existentialistes, la question de départ devient comment s'orienter dans l'existence sans d'abord comprendre ce qu'est l'existence.
En tant que tel, l'objet de l'étude devient la mise en lumière des potentialités et des limitations intrinsèques au fait de vivre comme un être toujours inclus et donc tout autant relié que soumis à un monde. Pour le moment, nous allons nous focaliser sur le cadre de travail développé par Husserl. Pour commencer, nous devons différencier deux façons d'être ou deux façons de comprendre l'être de quelque chose. D'une part, l'objet réel dont l'existence est indépendante de nous, et d'autre part, l'objet en tant que phénomène, c'est-à-dire comme quelque chose que nous rencontrons, que nous expérimentons. Comme nous l'avons déjà dit, l'existence des objets réels ne dépend pas de nous. Les lunes de Jupiter sont des objets réels, elles étaient là avant que Galilée ne les observe. Au contraire, les phénomènes ont une existence par rapport à nous. Il y a une interdépendance ou une corrélation entre le phénomène et le sujet devant lequel le phénomène apparaît. Chaque phénomène apparaît devant quelqu'un et de plus, il y a une corrélation entre la forme d'être du phénomène et le type d'acte effectué par le sujet devant lequel le phénomène apparaît. Que signifie cette corrélation entre le phénomène et l'acte du sujet ? Par exemple, une caractéristique de tous les phénomènes vus ou visibles est leur localisation dans l'espace. Voir quelque chose implique que nous dirigions notre regard dans l'espace pour capturer l'objet. L'objet est ici ou là, proche ou lointain, etc. De la même manière, une caractéristique nécessaire de chaque son, de chaque phénomène entendu, est son extension dans le temps. Un bruit, un ton, une mélodie ont besoin de temps pour devenir ce qu'ils sont. Il faut l'acte d'écouter et l'acte de relier les différents moments entre eux pour façonner ce bruit, ce son, cette mélodie ou ce ton. En résumé, les objets réels jouissent d'un être indépendant des humains, alors que l'être des objets phénoménaux, c'est-à-dire des phénomènes, est dépendant de l'activité des humains. Mais à bien y réfléchir, du point de vue de la connaissance, la certitude de l'existence d'un objet réel dépend de nombreux présupposés. Par exemple, comment savons-nous que les lunes de Jupiter existaient avant que Galilée ne les observe ? La réponse semble évidente. Les lois de la physique et notre connaissance générale de la nature nous disent qu'elles n'ont pas pu y apparaître la veille du jour où Galilée a regardé dans son télescope. Mais ça signifie que nous devons tenir pour acquise la vérité de toutes ces connaissances. Prenons un exemple plus simple et très concret pour bien comprendre. Si je mets une pierre dans une boîte opaque dont je referme le couvercle, je sais que la pierre est là, même si je ne peux plus la voir. Et comment je le sais ? C'est parce que je considère comme acquis que des objets comme des pierres ne disparaissent pas dans le néant sans raison du jour au lendemain. En bref, l'objet réel jouit d'une existence indépendante, mais seulement si je suppose que les choses dans le monde naturel fonctionnent comme elles le font habituellement. Cependant, avec les phénomènes, nous avons une situation complètement différente. L'objet phénoménal est celui qui apparaît devant moi, et donc son existence en tant que phénomène est conditionnée au fait que je sois à son contact, qu'il soit là, devant moi. Galilée a vu de ses yeux, à travers le télescope, les lunes de Jupiter. Ici, les preuves sont directes, aucune hypothèse n'est nécessaire. Cependant, quelqu'un pourrait me dire comment sommes-nous sûrs que Galilée a vu ces lunes ? N'aurait-il pas pu se tromper ou nous tromper ? En effet, nous pouvons douter de ce que Galilée a vu. Nous pouvons même hésiter à dire que Galilée a vraiment existé. Cela nous amène à nous poser le point suivant. L'objet phénoménal, au sens strict, le phénomène pur, c'est ce qui apparaît devant moi. De ça, je ne peux pas douter, puisque je m'appuie sur aucun présupposé. Si je regarde dans le télescope et que je vois les lunes de Jupiter, l'objet en tant que phénomène est évident. Je l'ai sous les yeux. Par conséquent, le phénomène pur est ce qui n'implique aucune hypothèse, aucun présupposé, c'est ce qui m'apparaît tel que ça m'apparaît. Résumons-nous. Nous avons découvert qu'un objet réel peut exister, mais qu'il n'existe pour nous que sous la forme d'un objet phénoménal. Nous ne rencontrons jamais l'objet réel lui-même. Nous déduisons son existence de l'objet phénoménal. De l'objet phénoménal, nous sommes arrivés au phénomène pur, dépouillé de présupposés. Nous nous sommes rendus compte que seul ce qui apparaît en première personne, c'est-à-dire à moi-même, peut être considéré comme pur. Ce qui nous fait passer de l'objet réel au phénomène pur est ce que Husserl appelle la réduction phénoménologique. Examinons ceci de plus près.
Le point de départ est ce que l'on appelle l'attitude naturelle. C'est l'attitude dans laquelle nous sommes dans la vie de tous les jours et qui consiste à assumer l'existence des objets du monde comme étant indépendante de nous, c'est-à-dire comme si la réalité du monde que nous habitons était fondamentalement séparable de notre expérience subjective de celui-ci. Autrement dit, qu'il existe un monde réel et objectif là dehors qui est totalement indépendant de notre subjectivité. Husserl nous dit qu'en lieu et place de l'attitude naturelle, il est possible d'adopter une attitude phénoménologique, dans laquelle nous suspendons ou nous mettons entre parenthèses notre croyance en l'attitude naturelle, en reconnaissant qu'elle n'est qu'une croyance, qu'un a priori. Donc, supposons que je me déconnecte de cette croyance en l'existence des objets réels, que je cesse de me préoccuper de savoir si les choses du monde existent ou non indépendamment de moi, et que je me concentre uniquement sur les objets phénoménaux, c'est-à-dire sur ce qui est là, qui apparaît devant moi, tel que ça apparaît dans le moment de l'apparaître. Notez qu'il ne s'agit pas de ne plus croire en l'attitude naturelle, mais simplement de la considérer comme une possibilité et non comme une vérité. Cet acte de mise entre parenthèses de nos hypothèses à propos de la réalité, connu sous le nom d'époquer, nous permet de tourner notre attention vers l'activité continue de la conscience qui, en fin de compte, façonne notre expérience de la réalité. Husserl appelle l'acte global consistant à utiliser l'époqué pour révéler le champ expérientiel la réduction phénoménologique. Quand on pratique l'époqué, on atteint donc la réduction phénoménologique, c'est-à-dire que les objets du monde réel deviennent pour nous des objets phénoménaux. L'étude des objets phénoménaux ou des phénomènes, c'est la phénoménologie. Le changement radical de perspective qui découle de l'utilisation de la réduction phénoménologique pour adopter une attitude d'ouverture à l'égard de notre expérience peut produire des prises de conscience surprenantes à propos de la nature fondamentale des choses. Par exemple, dans la perspective de l'attitude naturelle, une minute de temps est simplement une minute de temps, toujours la même, indépendamment de la façon dont nous la passons et de l'endroit où nous la passons. Maintenant, dans la perspective phénoménologique, une minute de temps dépend de la façon dont nous la vivons réellement. Par exemple, une minute de temps peut passer très vite pour nous si nous sommes enthousiastes ou très lentement quand nous nous ennuyons. Il en résulte que la signification du temps peut varier considérablement selon que nous l'envisageons sous l'angle de l'attitude naturelle ou sous l'angle de l'attitude phénoménologique. Mais bien entendu, la même chose s'applique à toutes les autres facettes de notre vie. Leur signification varie beaucoup selon que nous les envisageons sous l'angle naturel ou sous l'angle phénoménologique. La réduction phénoménologique implique la découverte des objets phénoménaux comme quelque chose de différent des objets réels, comme une autre perspective de l'être, mais elle signifie aussi, selon Husserl, la découverte du moi pur comme quelque chose de différent du moi humain. En effet, si nous avons distingué l'objet réel de l'objet phénoménal, nous pouvons distinguer de la même manière le moi pur du moi être humain. En tant qu'être humain, je fais partie du monde. J'ai un corps, je suis situé dans un endroit de l'espace, des choses m'arrivent et je fais des choses qui affectent le monde. Et d'autre part, le moi pur est celui qui n'est pas un objet du monde, mais le sujet à qui tout objet du monde apparaît. Nous avons déjà souligné que le phénomène est indissociable des actes du sujet. Eh bien, le moi pur est défini par ces actes qui ont lieu avec les objets phénoménaux. C'est-à-dire que le moi pur est celui qui voit, qui sent, qui pense, qui se souvient ou qui imagine. C'est en quelque sorte ce que Descartes avait appelé la chose pensante, même s'il ne s'agit pas d'une chose comme les autres choses. Il s'agit du champ dans lequel les phénomènes se manifestent. Le moi pur est ce que Husserl appelle l'ego transcendantal. Transcendantal parce qu'il est au-delà de tout objet concret, mais en même temps, il les englobe tous, puisque les phénomènes sont sa propre œuvre. Il est difficile de comprendre ce qu'est le moi pur parce que quand nous parlons d'un être, nous avons généralement comme référence la façon d'être des objets réels, des choses. Mais nous avons déjà dit que le moi pur n'est pas une chose, c'est une réalité dont la nature consiste à se rendre compte d'eux, autrement dit, avoir conscience d'eux. C'est en quelque sorte l'attention au sens le plus pur du terme. Quand je perçois, quand je pense, quand je me souviens, quand j'imagine, qu'est-ce qui exerce ces activités? C'est le moi pur. Quelqu'un pourrait dire que le moi pur n'est rien d'autre que la conscience, mais ça dépend de la façon dont nous comprenons le mot conscience. Nous avons tendance à penser que la conscience est quelque chose qui appartient à un être humain spécifique, à une personne,
et quel est le résultat de l'activité de son cerveau. Ça semble tout à fait raisonnable de penser ça, et pourtant ça implique de voir les choses du point de vue de ce que nous avons présenté comme étant l'attitude naturelle. Si nous disons que la conscience est l'activité du cerveau, nous disons que l'être humain et son cerveau doivent exister en premier, pour que son esprit et ses activités mentales puissent exister. Et nous pourrions nous demander comment nous avons découvert que le cerveau existe, et comment nous avons compris son fonctionnement, si ce n'est en utilisant la conscience. Nous avons eu besoin de notre esprit pour découvrir le cerveau. Dans cette perspective de la connaissance, il semble que la conscience soit venue en premier et ensuite, grâce à elle, nous avons découvert le rôle du cerveau. Du point de vue de l'attitude naturelle, le cerveau précède la conscience, dans le sens où sans cerveau, il n'y a pas d'esprit. Mais du point de vue phénoménologique de la connaissance, la conscience ou l'esprit précède le cerveau, parce que c'est l'esprit qui découvre le cerveau. Le point de vue phénoménologique est le point de vue philosophique en ce sens qu'il va à la racine et à l'origine. En conséquence, il nous indique que le moi pur n'est pas une qualité ou une propriété d'un être humain, mais il est plutôt la racine de tous les phénomènes. C'est là que tous les phénomènes se produisent à l'origine. La phénoménologie nous propose que ce qu'il y a de plus basique, de plus fondamental, de plus originel dans la connaissance est l'existence du moi pur et ses phénomènes. Mais quelqu'un pourrait objecter. N'est-ce pas tomber dans une forme de subjectivisme complet, c'est-à-dire penser que la réalité est générée par l'esprit et que par conséquent les choses du monde n'existent pas ou n'existent que dans mon esprit? Selon ce point de vue, il n'y aurait rien d'objectif, tout serait subjectif, produit du sujet, du jeu. Ce type de subjectivisme, c'est très éloigné de l'intention de Husserl. Pourquoi ? Parce que le passage de l'attitude naturelle à l'attitude phénoménologique n'implique pas la négation de l'existence des choses, mais simplement un changement de perspective qui permet de comprendre que pour que nous puissions considérer quelque chose de réel, il faut d'abord que cette chose soit un phénomène. Par ailleurs, dire que tout objet réel doit d'abord être un phénomène n'implique pas qu'il s'agisse d'une création de l'esprit. Quand j'ouvre les yeux, je vois devant moi ce que je vois, et non ce que je voudrais voir. Nous ne savons pas si Galilée voulait voir les lunes de Jupiter ou pas. La vérité, c'est qu'il les a vues. Elles sont apparues dans le télescope sans tenir compte de ce que Galilée voulait voir. La phénoménologie est la science qui étudie ce qui apparaît et comment ça apparaît. Autrement dit, dès lors que nous prêtons attention à la manière dont nous vivons les choses et dont nous en faisons l'expérience, plutôt que comme nous les connaissons déjà, nous nous rendons compte qu'elles nous apparaissent de façon différente et beaucoup moins statique que ce que notre attitude naturelle nous laisse croire. C'est ça qui fait de la phénoménologie une expérience particulière et même une aventure, puisqu'elle implique de devenir conscient de la structure de base de nos vies. La question est de savoir si nous sommes prêts à mettre en question en les explorant des choses comme la nature de la réalité et la définition de la conscience au lieu de les considérer comme acquises.